Bon, ben écoutez, je pense que, allez, il est l'heure pour ceux qui attendent depuis tout à l'heure. Je pense qu'on peut y aller. Donc, ben écoutez, bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous et bienvenue à toutes. On est ravis de vous accueillir à ce webinaire qui est le second qui nous concernant. Et notre but, c'est évidemment que vous repartiez de ce webinaire avec un maximum de réponses aux interrogations que vous vous posez en droit de la famille pour ce qui me concerne et en droit du travail pour ce qui concerne Barbara Régent. Donc, moi, je suis Caroline Yadan-Peza, je suis avocate de la famille. Et Barbara, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc moi je suis Barbara Régent, avocate en droit du travail pour aujourd'hui et en droit de la famille également. C'est ma deuxième activité et donc je suis très heureuse avec Caroline de co-animer ce webinaire pour pouvoir répondre à toutes les interrogations que vous avez en cette période compliquée sur ces matières très humaines et très particulières et très techniques. Donc, nous sommes à votre disposition pour toutes ces questions, pour vous éclairer et pour vous répondre du mieux que nous pourrons. Caroline, je te repasse la parole Oui, pour absolument. l'aspect Alors, technique. plusieurs règles pour que les choses se passent le mieux possible. Vous avez un onglet questions-réponses sur votre ordinateur en bas et c'est cet onglet-là qui va vous permettre de poser les questions que vous souhaitez. Donc, utilisez uniquement l'onglet questions-réponses que nous regarderons de manière régulière, Barbara et moi. N'allez pas dans l'onglet Converser pour poser vos questions juridiques, c'est uniquement dans l'onglet Questions-réponses. Et dans l'onglet Converser, en revanche, vous pouvez dire autre chose. Vous pouvez également poser vos questions techniques à Laura Siriani qui se fera un plaisir d'y répondre. Inutile de lever la main, voilà, allez directement poser les questions. Je vous indique également que eh bien, ce webinaire va être diffusé en direct sur Facebook et également, voilà, donc il est diffusé en direct sur Facebook et également sur la chaîne YouTube. Et Laura donc, est là pour répondre à toutes les questions, les soucis techniques qui se posent. Voilà, donc ben, je pense on peut commencer. Donc, Barbara, si tu veux commencer, je crois on a reçu des questions déjà par mail suite à l'inscription de plusieurs personnes. Donc, Barbara, je te laisse commencer pour une question en droit du travail. Bien sûr, avec plaisir, Caroline. Alors, je vais peut-être, si vous le voulez bien, faire un petit préalable d'avocat et qui est peut-être un conseil général qui intégrera nos deux matières et qui finalement est valable un petit peu dans tous les domaines. Très souvent, on oublie que le conseil auprès d'un avocat, c'est relativement peu onéreux puisqu'on est dans le cadre d'une simple consultation. Et cette simple consultation de conseil, éventuellement de stratégie, elle est importante parce qu'elle permet d'anticiper les problématiques et surtout, elle permet d'éviter que les conflits s'enveniment. Donc Caroline et moi sommes toutes les deux formées aux modes alternatifs de règlement des différends. Ce sont des techniques qui permettent de pacifier justement tous les conflits. Et avec ces méthodes, on arrive justement en ayant le dossier de manière très anticipée à résoudre un certain nombre de choses de manière beaucoup moins onéreuse que s'il y avait eu une procédure. J'ai pour habitude de dire qu'un avocat, finalement, c'est une sorte de pompier du droit et ce pompier, il est là pour éteindre l'incendie et non pas pour l'activer. Donc avec nos techniques tout à fait adaptées à ces modes alternatifs, nous arrivons, comme le ferait un médecin quand il soigne finalement un malade, il est plus simple de prendre un médicament que d'attendre que son état finalement s'aggrave pour devoir se faire opérer. Eh bien, pour le droit, c'est la même chose. En allant voir un avocat de manière anticipée, eh bien finalement, on évite très souvent d'aller au procès. Et un procès, comme chacun le sait, c'est onéreux, c'est compliqué. On n'arrive pas toujours à avoir le résultat que l'on souhaite. Donc vraiment, ce préalable me semble important dans toutes les matières, que ce soit en droit de la famille ou en droit du travail.
Voilà, nous avons eu donc avec Caroline un certain nombre de questions et je vais commencer, si vous le voulez bien, par celle de Franck que j'ai reçue cet après-midi et qui me posait la question suivante. Mon employeur peut-il me refuser le télétravail? Donc ça, c'était le premier volet de sa question. Et le second volet, c'était quand je suis en télétravail, est-ce que j'ai le droit à mes tickets restaurants et à mes primes de repas? Donc, sur la possibilité de l'employeur d'accepter ou non le télétravail, eh bien, la réponse est oui. Le télétravail peut être refusé aux salariés si la présence dans l'entreprise est indispensable. Donc, nous sommes sortis de cette période de confinement qui a permis une extension absolument incroyable et générale dans beaucoup de domaines du télétravail, sauf que le télétravail, ce n'est pas un droit absolu. Si l'employeur est dans une situation où il y a des conditions de sécurité particulières à respecter, le télétravail n'est pas toujours possible. Et donc, il peut être en droit, effectivement, de le refuser par rapport à la situation de son entreprise, Franck. Par ailleurs, concernant vos primes de panier et vos tickets restaurants, vous y avez tout à fait le droit, puisqu'un salarié qui est en télétravail a les mêmes droits qu'un salarié qui est à temps complet dans son entreprise en poste tout à fait actif. Voilà, Caroline, je crois qu'il y avait une question également maintenant en droit de la famille. Oui, absolument. Absolument. Alors, donc en droit de la famille, la première question émane d'Estelle qui m'a indiqué par mail, je suis divorcée, j'habite Paris et j'ai la garde de mes deux enfants de 6 et 8 ans. Mes filles voient leur père un week-end sur deux et la moitié des vacances. Puis-je déménager à Lyon avec mes enfants? Alors, c'est une problématique qui intervient assez fréquemment de déménagement d'un parent loin par rapport à l'autre parent. Et on est en droit de se demander est-ce qu'on a le droit de déménager, comment ça se passe, etc. Est-ce que du coup on va être privé de ses enfants? Si on reste sur place, on a l'impression d'être lésé, etc. Donc c'est une problématique qui revient fréquemment. Alors, bien sûr, vous pouvez déménager si l'autre parent est d'accord et ça ne pose pas de difficulté en trouvant d'autres modalités qui concernent le droit de visite et l'hébergement, donc du parent qui reste sur place. Vous devez, en tout état de cause, le prévenir en amont de votre projet pour qu'il y ait un respect de la coparentalité dans le cadre de l'autorité parentale. Et ce respect de la coparentalité est extrêmement important et est vu par le juge avec bienveillance, c'est tout à fait essentiel. Alors, si Estelle, le père de vos enfants, s'oppose à votre déménagement à Lyon, vous pouvez envisager, moi je le conseille aussi, puisque Barbara tout à l'heure a parlé de mode de règlement amiable des différends, une médiation. C'est vraiment l'idée de la médiation, c'est de trouver un accord ensemble et d'éviter de se combattre devant le juge, ce qui est pas forcément dans l'intérêt des enfants, loin s'en faut. Et si vous n'arrivez pas à trouver un accord, alors il n'y aura pas d'autre choix que de saisir un juge qui considérera d'abord et avant tout l'intérêt des enfants et donc leur âge, leurs repères familiaux, personnels, leurs repères scolaires et donc décidera si oui ou non ce déménagement peut être imposé à l'autre parent et donc aux enfants. Mais vraiment, il faut examiner, chaque cas est différent et donc il faut les examiner séparément. Voilà. Barbara, à toi. Moi, j'avais une question de Cécile qui me demandait si son employeur, qui lui demandait de faire un abandon de poste, était en droit de le faire puisqu'il refuse la rupture conventionnelle et elle demandait si elle devait accepter de faire ce que l'employeur lui demande, c'est-à-dire un abandon de poste. Donc attention Cécile, l'abandon de poste n'est absolument pas neutre, vous allez être licencié pour faute. Donc mon conseil, c'est vraiment de prendre attache très très vite avec un avocat parce que ce que vous demande l'employeur n'est pas du tout conforme à vos droits et très dangereux. Vous n'aurez pas le droit, par exemple, à votre préavis
Il y a un certain nombre de postes qu'il faudra examiner. Donc, prenez très très vite attache de manière à pouvoir éventuellement trouver une solution avec votre employeur. Caroline, je te repasse la main pour la prochaine question. Oui, Véronique qui m'a également posé une question sur, son état financier suite à sa séparation. Elle me dit, je suis restée mariée 20 ans, j'ai toujours été dépendante financièrement de mon mari qui vient de me quitter pour une autre femme. Il gagne très bien sa vie et je ne sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Ai-je droit à une aide? Alors, euh, Véronique, lorsque la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la loi prévoit la possibilité de verser à l'époux qui est sans revenu ou qui est à moins de revenus une somme d'argent qui s'appelle une prestation compensatoire. C'est le versement d'une indemnité, donc on appelle prestation compensatoire et qui peut prendre différentes formes, soit en nature, soit en liquidité, soit en biens, etc. Il peut être versé sur une période de 8 ans maximum et son quantum, c'est-à-dire la somme dont on va parler, dépend de différents critères qui sont prévus par le Code civil. Alors, ces critères sont la durée du mariage, sont l'âge des époux, les droits à la retraite, évidemment les revenus, les droits liquidatifs aussi des époux, est-ce qu'ils ont eu des enfants, quels choix professionnels ont été faits par les époux. Et tout ça fait que ça va être un package global, on va dire, pour parler assez crûment. Et ça va donner lieu au versement et donc à une aide financière pour l'époux ou l'épouse qui est dépendant financièrement. Donc, Véronique, n'hésitez pas à consulter pour voir exactement ce à quoi vous avez le droit. Barbara, si tu veux bien prendre Oui, la suite. merci Caroline, bien sûr. Je vois là une question de Déborah qui nous dit tristement qu'elle est victime de violences conjugales. Elle est dans une situation relativement compliquée, notamment financièrement, m'explique-t-elle, et elle demande si elle peut débloquer son épargne salariale. Alors c'est vraiment, Déborah, une question extrêmement d'actualité puisque la réponse est oui. Vous pouvez désormais, pour vous permettre de vous éloigner au plus vite de cette violence et de vous réinstaller, débloquer votre épargne salariale. Par contre, il y a des conditions relativement strictes et à mon avis, la loi n'a pas été assez loin puisqu'on vous demande d'obtenir préalablement à ce déblocage au minima une ordonnance de protection du juge aux affaires familiales. Alors là encore, la loi est passée et Caroline va pouvoir d'ailleurs peut-être nous faire un éclairage sur cette ordonnance justement. Ou alors, il faut absolument que ces violences fassent l'objet d'une information judiciaire ou que vous ayez saisi le tribunal correctionnel. Donc, il y a vraiment des conditions préalables assez strictes. Caroline, veux-tu nous éclairer sur ces problèmes d'ordonnance de protection pour pouvoir compléter ma réponse pour Déborah? Oui, bien sûr. Déborah, en fait, vous êtes protégée par la loi, hein. Vraiment, la loi de plus en plus protège les femmes victimes de violences. Alors, c'était le cas encore plus pendant le Covid, puisqu'il y avait de nombreuses modalités qui avaient été mises en place. Alors, je vais vous redire un petit peu toutes les modalités qui continuent à exister, pratiquement parlant. Mais pour répondre à la question de Barbara sur l'ordonnance de protection, donc cette ordonnance, en fait, c'est la saisine d'un juge avec un avocat. Donc, il faut évidemment que vous vous fassiez accompagner, assisté par un avocat qui sera avec vous devant le juge aux affaires familiales et qui déposera une ordonnance qui va vous permettre de vous protéger en prenant différentes mesures. Donc, cette ordonnance de protection est un dispositif d'urgence et qui vise à vous protéger que votre agresseur, c'est-à-dire votre conjoint, ait été ou non condamné pénalement. Voilà, ça ne nécessite pas la condamnation préalable pénale de votre agresseur, même s'il est bien sûr, d'avoir déposé une plainte. Et dans ce cas-là, il y a plusieurs mesures qui peuvent être prises par le juge aux affaires familiales, notamment interdire à votre conjoint d'entrer en relation avec vous. Il peut ordonner également la résidence séparée et la jouissance de votre logement peut vous être attribuée du domicile
conjugal peut vous être attribué, en sachant que même si le logement est au nom de votre mari et même s'il constitue un bien propre, vous pouvez quand même avoir la jouissance de ce bien, de ce domicile conjugal, le temps de la procédure. Vous avez donc également la possibilité, le juge a cette possibilité de se prononcer sur une pension alimentaire vous concernant, donc pour vous aider financièrement. Et enfin, il se prononce également sur tout ce qui concerne vos enfants. Donc, je ne sais pas si la personne qui t'a posé la question, Barbara, a des enfants, mais en tout état de cause, le juge aux affaires familiales se prononce sur les pensions concernant les enfants, sur les droits de visite et d'hébergement. Si des violences ont été commises devant les enfants, alors on considère de plus en plus qu'il s'agit de maltraitance et donc un droit de visite simple pourra être fixé, le cas échéant, dans un lieu neutre. Mais vraiment, voilà, aujourd'hui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, donc il y a l'ordonnance de protection proprement dite qui est du droit civil et on va saisir le juge aux affaires familiales. Et parallèlement à ça, la personne, alors je crois que Barbara, comment s'appelait la personne qui t'a posé la question? Parce que chaque fois je dis la personne. Déborah. Déborah, voilà. Donc Déborah, sachez que d'abord, vous avez la possibilité de déposer une plainte, donc n'hésitez pas à aller au commissariat pour déposer une plainte. Vous avez aussi la possibilité d'appeler le 17 s'il y a une urgence absolue. Je vous rappelle qu'il y a un numéro d'écoute qui est le 3919 qui est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h, qui est un numéro national d'écoute qui informe, qui oriente vers des dispositifs d'accompagnement. L'appel est anonyme. Il y a également la plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr qui répertorie toutes les actions possibles et qui peut vous permettre de faire un signalement en ligne. Et enfin, je vous rappelle aussi le numéro de l'enfance en danger si vous êtes témoin de problèmes de violence vis-à-vis des enfants, vous n'hésitez pas à composer le 119 qui est donc le numéro d'enfance en danger. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions concernant les violences. Merci Caroline. Alors, voilà. Donc, oui, on a une question de Yacouba. Voilà, c'est ça. Donc Yacouba nous demande, face à la propagation des cas de Covid-19, et en l'occurrence dans l'entreprise comptant un nombre montant, il a décidé de travailler à distance sans en informer son supérieur hiérarchique. Donc il me demande si effectivement il a le droit et est-ce qu'il est protégé par la décision qu'il a prise ou est-ce qu'il est dans l'illégalité. Alors, Yacouba, c'est une question relativement complexe parce qu'il faut savoir quelle était la situation dans l'entreprise au moment du confinement, après le terme du confinement, c'est-à-dire lors du déconfinement. Est-ce que vous aviez dans l'entreprise la possibilité de télétravailler ou pas? Donc, ce sont un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Quelles avaient été les directives de l'entreprise? Est-ce que votre travail peut se faire en distanciel ou pas? Le principe qui a été mis en place par la puissance publique, c'était le télétravail lorsqu'il était possible. Si l'entreprise n'avait donné aucune directive, il y a eu effectivement un problème de communication de l'employeur. Donc, ce que je vous propose, c'est soit de préciser un petit peu plus votre situation pour que je puisse revenir dessus, soit de ne pas hésiter à prendre attache avec mon cabinet et à m'appeler. Vous avez mon portable sur mon site et je vous invite à le consulter. Et vous pourrez m'appeler bien sûr gratuitement pour que je puisse répondre de manière un peu plus précise à votre question et vous orienter si vraiment il y avait une grosse difficulté avec votre employeur. Voilà Yacouba, j'espère avoir répondu à votre attente. Caroline? Oui, merci, merci beaucoup d'avoir répondu à la question de Yacouba. Alors, il y a Anthony qui m'avait envoyé une question par mail également, qui me disait, alors, je suis un homme et j'ai mes 3 enfants en garde alternée. Je payais une pension à mon ex-compagne depuis notre séparation selon un jugement, mais je me retrouve au chômage. Puis-je cesser de lui verser cette pension? Voilà, donc ça, c'était une question qui m'avait été posée.
Alors oui, donc Anthony, bien sûr, vous êtes légitime à voir diminuer le montant de cette pension en cas de survenance d'un élément nouveau. Et apparemment, vous connaissez un élément nouveau. Vos revenus ont diminué depuis la décision de justice qu'il a fixée. Toutefois, attention, tant qu'une nouvelle décision de justice n'est pas intervenue, vous êtes tenu, Anthony, du paiement intégral de la pension actuelle. À défaut, vous vous exposez à des sanctions pénales puisque le non-paiement de la pension de manière partielle ou totale, eh bien, ça constitue le délit d'abandon de famille. Donc, attention, oui, vous pouvez saisir un juge, mais ne changez rien tant que le juge n'a pas rendu une nouvelle décision, de justice. Voilà. Alors, est-ce qu'on avait donc d'autres questions en direct sur nos nombreux Alors, participants? oui, moi j'en ai une en droit de la famille, en droit, pardon, du travail. J'ai une question de Mathéo qui vient de tomber et qui me dit, compte tenu de la crise du Covid, son employeur souhaite arrêter de lui verser ses primes. Est-ce qu'il est dans le droit de le faire, en droit de le faire? Alors, Mathéo, la réponse est multiple. Tout dépend de la nature de votre prime, là encore. Si c'est une prime qui relève d'un accord ou de votre convention collective, eh bien, l'employeur ne peut pas le faire, sauf s'il y avait un nouvel accord ou une modification de cette convention. Mais enfin, c'est relativement peu fréquent. Si votre prime est prévue, là encore, au contrat de travail, l'employeur ne peut pas le faire sauf si vous vous mettez d'accord pour signer un avenant en renonçant au bénéfice de cette prime. Si cette prime était non pas prévue dans le contrat de travail, mais l'objet d'un usage et qu'elle était versée de manière générale et habituelle, là encore, la prime est en quelque sorte institutionnelle dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous la supprimer, il serait en tort de le faire. Par contre, s'il s'agit d'une prime qui est exceptionnelle, c'est-à-dire qui est versée sans habitude, de manière extrêmement ponctuelle, dans ce cas-là, effectivement, l'employeur a la possibilité de la supprimer. Voilà, Mathéo, j'espère que j'ai répondu à votre question. Caroline, en droit de Oui, la famille. alors j'avais une question qui concerne la médiation. Euh, alors, nous avons Benjamin qui m'avait demandé s'il pouvait assister, si son avocat, pardon, pouvait assister à un rendez-vous de médiation. En fait, son épouse et lui veulent mettre en place une médiation familiale, mais il serait plus rassuré si son avocat pouvait se joindre à cette médiation. Alors, c'est tout à fait possible, Benjamin. Il est tout à fait possible que les avocats assistent à la médiation. En fait, ça se décide, si je puis dire, à 4, c'est-à-dire à 5 même, hein, puisque c'est entre le médiateur, les époux et les avocats des deux époux. Alors, en général, il n'y a pas un seul avocat. Hein. S'il y a votre avocat, il doit y avoir l'avocat de votre épouse. Les avocats en médiation n'interviennent pas particulièrement. Ils ne sont pas là du tout pour se combattre. Ils sont là pour mieux appréhender le dossier et faire en sorte, grâce à cette meilleure appréhension du dossier, cette meilleure compréhension du dossier, vous aider avec le médiateur et en partenariat avec le médiateur à trouver la meilleure solution, qui soit une solution gagnant-gagnant, une solution sur laquelle que vous acceptiez, sur laquelle vous ne sentiez pas lésé et qui vous permette ensuite de ne pas développer des rancœurs éventuelles vis-à-vis de votre autre conjoint. Voilà, que vous sortiez là vraiment libéré de quelque chose, puisque moi j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, le divorce ou la séparation, ou quels que soient les problèmes familiaux, ne doivent pas être un combat. Ça doit être la possibilité de trouver ensemble, de franchir ensemble les obstacles, de franchir ensemble ce qui paraît au départ infranchissable pour trouver une solution qui convienne à tous, donc qui convienne aux deux époux. Et quand il y a des enfants, évidemment, que ce soit fait dans l'intérêt des enfants. La médiation, ça sert à ça sert à poser sur la table les difficultés, ça
sert à ouvrir les dialogues, à ouvrir le dialogue, et ça sert éventuellement à crever des abcès pour pouvoir mieux avancer. Donc oui, pour répondre à votre question, Benjamin, oui, votre avocat peut parfaitement, si le médiateur en est d'accord et en bonne entente avec tout le monde, participer à ce ou ces rendez-vous de médiation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Barbara, que tu aurais reçues par mail, le cas échéant? Oui, j'ai reçu une question en fin d'après-midi de Maria. Alors, Maria, oui, pardon, Barbara, je te coupe 2 secondes. N'hésitez pas pour les participants, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de participants. N'hésitez pas, je l'ai dit au départ du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses Q&R qui est en bas de votre écran pour qu'on y réponde en direct. Hein, c'est quand même le but, même si on a reçu pas mal de questions par mail. Voilà, on ne sait pas qui est là et qui n'est pas là par rapport à ceux qui nous ont envoyé des questions par mail. Donc, n'hésitez surtout pas. On est là pour répondre à vos questions, à les poser dans l'onglet questions-réponses, en sachant que l'onglet converser est réservé aux questions techniques auxquelles Laura Siriani répondra, puisque celle-ci nous assiste dans son webinaire. Pardon, je ne te coupe plus la parole. Barbara, c'est à toi. Vas-y. je t'en prie, Caroline, c'était important cette précision. Oui, donc moi j'avais reçu en fin d'après-midi une question de Maria qui m'expliquait qu'elle était diabétique, qu'elle était extrêmement inquiète malgré tout par la situation du Covid et les foyers qui reviennent de manière ponctuelle, qu'elle était arrêtée depuis le confinement et elle me demandait si elle était obligée de reprendre le travail. Eh bien, la réponse est non, Maria. Vous n'êtes pas obligée de reprendre le travail. Les personnes diabétiques, comme toutes celles qui ont actuellement des antécédents cardiovasculaires, des problèmes malheureusement de cancer ou de pathologies respiratoires, mais également les femmes enceintes dans le dernier trimestre, et je pense que c'est aussi important de le préciser parce que ce n'est pas toujours connu, peuvent bénéficier et des dispositions du chômage partiel et du télétravail, et elles sont protégées pour le moment jusqu'au 31 août 2020. Donc vous n'aurez pas, Maria, à reprendre le travail tout de suite, vous restez protégée, vous avez la possibilité, si votre activité le permet, d'être en télétravail ou alors de bénéficier encore un petit peu du chômage partiel. Voilà, Caroline, je ne sais pas si toi, tu avais également une autre question. Je crois que, Caroline, je ne Pardon, sais pas oui, si j'ai tu demandé m'entends. effectivement parce que il y avait euh, j'avais une question. Non, j'avais pas de question Alors, là-dessus. Donc je rappelle. par euh, contre, on a une précision oui, il peut-être y a de une précision, Yacouba. absolument. Voilà, donc je vais peut-être répondre à ce moment-là, où il nous dit que l'autorisation du télétravail revenait au supérieur, mais il croit avoir anticipé les démarches. Et du coup, à quelques jours de la décision de mise en télétravail, il s'était déjà de facto installé lui-même en télétravail. Donc on lui dit, a priori l'employeur lui reproche ce comportement, il lui dit qu'il n'a pas agi de manière convenable alors que certains collègues avaient été testés positifs. Alors dans ce cas-là, Yacouba, mais il faudrait là encore examiner votre dossier, ce qui a pu être fait. Il existe une procédure quand on est vraiment en danger qui s'appelle le droit de retrait. Et je vous invite peut-être à ce moment-là, là encore, à aller voir sur mon site. J'ai fait un petit graphique assez instructif qui vous permet, par rapport à votre situation et tout ce qui s'est passé, de savoir si vous pourriez éventuellement bénéficier de ce droit de retrait ou si vraiment vous avez peut-être commis une faute en vous mettant de facto en télétravail avant le confinement. En tous les cas, vraiment, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour en discuter et peut-être voir avec vous ce qu'il serait nécessaire de répondre à l'employeur. Là encore, c'est très important et c'est valable dans tous les dossiers de droit du travail. Il ne faut absolument pas laisser un courrier de l'employeur sans y apporter une réponse. Mais attention, cette réponse, elle ne doit pas être rédigée n'importe comment.
là encore, n'hésitez pas à prendre attache avec un avocat, à demander un conseil. Pourquoi? Parce que quand on écrit à son employeur, ces documents restent dans le dossier. Si ultérieurement, il y a une procédure de licenciement et une contestation et un dossier devant le Conseil des prud'hommes, eh bien toutes ces pièces, tous ces écrits, à un moment donné, vont ressortir. Et cela pourrait être des pièces qui pourraient se retourner à charge contre vous dans un dossier. Donc vraiment, Yacouba, n'hésitez pas à prendre attache avec mon cabinet. Ne laissez pas ce courrier sans réponse. C'est très important de réagir, mais de ne pas réagir n'importe comment en pesant chaque mot du courrier. Voilà, Yacouba, j'espère que je vous ai éclairé. Caroline, avais-tu autre chose? Oui, alors on vient de m'envoyer un mail qui concerne l'insolvabilité et la pension alimentaire. Alors, on me dit, mon mari organise son insolvabilité pour ne plus payer la pension alimentaire. Que puis-je faire? Alors, en fait, là, on est sur l'exécution. Alors, normalement, la pension alimentaire a été fixée par une décision de justice. Cette décision de justice est applicable et elle est surtout exécutoire. Donc, exécutoire par voie d'huissier et grâce aussi à la caisse d'allocation familiale qui peut aujourd'hui se substituer à un huissier, se substituer, vous payez la pension alimentaire et ensuite se retourner contre votre époux débiteur. Alors, s'il organise son insolvabilité, alors ça dépend comment il l'organise. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez prendre les devants et demander à un huissier, pourquoi pas, de procéder à des saisies sur son compte, voire saisir la CAF pour que se mette en place un règlement immédiat de cette pension. En tout cas, garder les traces parce qu'effectivement, l'organisation d'insolvabilité constitue un délit qui est prévu par le Code pénal et punissable comme tel. Alors, j'avais également une question que j'ai vue tout à l'heure. Alors, je l'ai peut-être vue dans l'onglet Converser. Alors, je vous rappelle qu'on doit poser les questions. Vraiment, je vous incite à poser les questions parce que je ne regarde pas forcément l'onglet Converser. Donc, question-réponse. Mais la question, donc, c'était, attendez que je la retrouve. Donc, c'est une question anonyme. Dois-je me faire opérer pour changer de sexe à l'état civil? Je me sens femme, mais j'appréhende l'opération définitive. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour cette personne anonyme. Oui, vous pouvez entreprendre les démarches pour changer de sexe officiellement à l'état civil et ce, même si vous ne vous êtes pas fait opérer. Il y a eu une avancée jurisprudentielle assez conséquente grâce à la Cour européenne des droits de l'homme sur cette question qui n'exige plus dorénavant, on n'exige plus dorénavant que le changement de sexe ait été réalisé par une opération chirurgicale. Il suffit de prouver que vous, donc si vous êtes un homme et si vous souhaitez devenir une femme, que durant une grande partie de votre vie, en tout cas durant ces dernières années, vous avez toujours été considérée comme une femme par votre entourage. Et donc, c'est un dossier qui se monte avec la production de nombreuses pièces, avec des attestations, avec voilà, tout ce qui pourra prouver que oui, vous vous sentez femme et vous avez vraiment une légitimité à changer d'état civil. Alors, est-ce qu'on a encore des questions? Voilà. Alors là, on dirait qu'on n'a plus de questions. Donc, en attendant éventuellement que d'autres questions nous arrivent. Ah, on a une question de Tarak. Donc, Barbara, on a une question de Tarak qui dit « Bonjour, mon employeur n'a pas mis en place une pointeuse pour comptabiliser les retards. Depuis quelque temps, j'ai eu un différend avec lui et suite à cela, j'ai pu remarquer dans mon planning qu'il y avait des retards qui n'ont jamais eu lieu. Depuis, je prends en photo l'heure de mon arrivée au travail. Comment puis-je faire pour m'opposer à ces retards et suis du coup, pour me protéger, obligée de prendre en photo chaque matin mon heure d'arrivée. » Ah oui, alors il faut vraiment… est-ce qu'on doit prendre en photo chaque matin
son heure d'arrivée, Barbara. Ben, je te laisse répondre, à Tarak là-dessus. Très bien, voilà Tarak. Alors, écoutez, non, c'est quand même à l'employeur de démontrer qu'il y a un retard du salarié. Si vous, vous arrivez à l'heure au travail et que vous êtes en capacité de le prouver, puisque finalement il n'y a pas de pointeuse, si votre employeur vous fait le reproche par écrit, eh bien, dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous, je ne sais pas si vous avez peut-être un titre de transport, je ne sais pas si vous utilisez des tickets de métro. Si par exemple vous utilisez des tickets de métro, eh bien vous avez vos tickets de métro. Par exemple, là encore, si vous avez des collègues de travail qui sont auprès de vous, eh bien ils pourront toujours, et notamment s'il y a des salariés protégés, facilement vous faire une attestation, disons que vous êtes à l'heure au travail. En tous les cas, là encore, il ne faut pas du tout accepter les reproches de l'employeur sans ne rien faire. Alors, il faut lui répondre de manière tout à fait paisible en lui expliquant que vous faites le maximum pour l'entreprise, que vous êtes un salarié motivé à l'heure, que vous arrivez à l'heure, vous partez peut-être même à l'heure ou un peu plus tard que l'heure habituelle, que vous respectez vos tâches de travail et votre contrat de travail. S'il vous fait des reproches, peut-être cela cache-t-il derrière une intention de vous licencier pour des retards multiples. Donc là encore, n'hésitez pas à faire examiner les éléments que vous avez de manière, par un avocat, hein, toujours, de manière peut-être à pouvoir répondre à l'employeur. Si ce ne sont que des reproches qui sont formulés de manière orale, eh bien, écoutez, l'employeur ne pourra pas prouver vos retards. Il pourrait éventuellement vous faire un courrier vous disant, bah, voilà, vous avez eu tel retard, tel jour. Il faut quand même que ce soit circonstancié. Encore faudra-t-il qu'il le démontre. Et surtout, encore une fois, ne laissez pas un courrier qui vous serait adressé de cette sorte sans réponse. Voilà, Alors, Tarak, Barbara, j'espère que j'ai pardon de répondu. t'interrompre. Donc, Oui. Tarak répond, non, malheureusement, j'habite à côté du travail et les collègues sont tous des étudiants n'ayant pas envie d'avoir de problème. J'ai dû du coup contester mon premier avertissement et oui, je pense à un licenciement de sa part. Oui, ça semble un peu probable là. Oui, donc je pense que c'est certainement l'intention de l'employeur. Donc là encore, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un conseil. Il faut préparer et monter votre dossier. Donc pour cela, je ne sais pas quel est votre job, mais surtout sauvegardez votre boîte mail si vous pouvez le faire de manière discrète, de manière à avoir toutes les preuves ensuite de ce que pourra éventuellement vous reprocher votre employeur. Donc, dans ces dossiers de licenciement, le point central, c'est la preuve, Tarak. Donc, construisez dès maintenant votre dossier, prenez les devants, prenez conseil, de manière à pouvoir avoir la meilleure stratégie dans le cadre de votre licenciement. Très Voilà, bien, j'espère vous avoir répondu. Barbara, j'espère que Tarak a été éclairé. Alors, on a Patricia qui nous indique dans l'onglet questions-réponses, bonjour, je suis divorcée avec la garde des enfants et mon mari réclame maintenant une garde alternée. Je ne le souhaite pas, que faire? Alors, en fait, il faut savoir, Patricia, que le juge va, alors d'abord, discuter, vraiment essayer de discuter le plus possible avec votre époux. Mettez en place, si possible, proposez-lui une médiation familiale. J'en ai longuement parlé tout à l'heure et j'ai longuement parlé du pourquoi de cette médiation familiale pour favoriser les discussions pacifiées parce que les avocats et les médiateurs sont créatifs, ils sont là pour vous aider à trouver des solutions dans l'intérêt de chacun et d'abord dans l'intérêt des enfants. Maintenant, si vraiment vous ne trouvez pas de solution et que vous estimez qu'il n'est pas dans l'intérêt de vos enfants, tout dépend de l'âge de vos enfants, et si vous estimez qu'il n'est vraiment pas de l'intérêt de vos enfants parce que ça va les déstabiliser, parce qu'un déménagement chaque semaine en fonction de s'ils sont petits par exemple, ce n'est pas forcément bienvenu, si vous n'avez pas de communication particulière avec leur père, si géographiquement c'est difficile, enfin voilà, il y a beaucoup de critères qui permettent de favoriser une résidence alternée qui pourrait bien se passer. Si tout ça n'est pas réuni, dans ce cas-là,
Dans ce cas-là, eh bien, n'hésitez pas, vous n'aurez pas d'autre solution, ou en tout cas, la personne qui veut mettre en place la résidence alternée n'aura pas d'autre solution que de saisir un juge si celle-ci ne peut pas être mise en place d'un commun accord. En tout état de cause, c'est la dernière décision de justice qui s'applique en l'espèce. Et attention, si vous ne respectez pas cette décision de justice, je vous rappelle que la non-représentation d'enfants constitue un délit prévu et réprimé par le code pénal. Voilà, Patricia, j'espère avoir répondu à votre interrogation. Tara qui dit merci beaucoup à Barbara, et un spectateur anonyme qui nous dit « Mon époux ne me paye plus la pension alimentaire depuis 4 mois, quels sont mes recours ?» Alors, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. D'abord, deux choses. Saisine d'un huissier de justice. Donc là, l'avocat ne peut pas faire grand-chose puisqu'il s'agit sans doute d'une exécution, d'une non-exécution d'une décision de justice. Donc là, l'avocat n'a plus vraiment à intervenir. Par contre, un huissier de justice, saisissez un bon huissier de justice qui pourra mettre à exécution la décision de justice qui a décidé de la pension alimentaire. Et éventuellement, saisissez votre caisse d'allocation familiale qui pourra se substituer à vous dans la récupération de cette pension alimentaire et qui pourra vous payer cette pension alimentaire. Voilà. Alors, on a une question, Caroline, oui. de Samy, qui me dit « Mon employeur m'a mise en chômage partiel depuis le confinement tout en me demandant de télétravailler. En a-t-il le droit ?» Eh bien, la réponse est non. L'employeur n'a pas le droit, effectivement, de vous demander de télétravailler tout en étant en chômage partiel. Attention, Samy, ce comportement de l'employeur est actuellement extrêmement contrôlé, non seulement contrôlé, mais peut donner lieu à des sanctions pénales. Donc, non. Alors, Barbara, je me permets de t'interrompre, on ne te voit plus. Ah, alors, je ne sais pas pourquoi. Pour rétablir ta vidéo. Rien. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, je pense que Samy a entendu ma réponse. En tous les cas, la réponse est évidemment non. On ne peut pas vous demander en chômage partiel de télétravailler. Voilà, Caroline, donc je ne sais je pas pense que s'il reste des c'est questions. clair, merci beaucoup. On me demande, après une convention de divorce, quand le papa ne respecte pas la garde alternée, est-ce que c'est possible de relancer l'affaire par un jugement? Alors, il est toujours possible, après une convention de divorce, de voir modifier les modalités qui concernent les enfants et l'autorité parentale. Voilà, autant la convention de divorce ne peut pas être remise en cause en ce qui concerne les rapports entre les époux, autant en ce qui concerne les rapports entre les enfants, tout est possible à partir du moment où il existe un élément nouveau qui vient légitimer un changement de situation. Donc, que ce soit au niveau de la pension ou que ce soit au niveau du droit de visite et d'hébergement, tout est toujours possible en fonction de l'évolution de la situation. Un autre spectateur anonyme, je ne suis pas satisfaite. Mon avocat, et après, Barbara, je te redonnerai la parole pour Yacouba. Donc, je suis pas satisfaite de mon avocat pour mon divorce, puis-je en changer au cours de procédure? Bien sûr, vous pouvez changer l'avocat en cours de procédure. L'avocat, le rapport entre l'avocat et son client repose d'abord et avant tout sur la confiance. Et donc, vous êtes absolument libre de changer d'avocat. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où vous changez d'avocat, il faudra vérifier que l'intégralité des honoraires que vous a réclamé le précédent avocat est réglée pour qu'il n'y ait pas de difficulté sur ce point-là. Mais chacun est libre, bien entendu, à tout moment de prendre l'avocat qui veut et de changer d'avocat en cours de procédure. Alors, on a à nouveau Yacouba qui te demande, Barbara, bien avant que je déserte, certains collègues, certainement proches de mon supérieur, avaient entamé la procédure de travail à distance sans qu'ils en soient contraints. Du coup, vu les reproches à mon égard, pourrais-je évoquer l'inégalité entre les travailleurs, je pense, de la part du supérieur, et que même en ce moment, d'autres ne sont point de retour. Alors,
Voilà, On c'est-à-dire peut, que alors, il faudra avoir vraiment plus d'éléments pour pouvoir vous répondre, Yacouba, et encore une fois, je suis à votre disposition pour le faire. En tout état de cause, il doit y avoir quand même une certaine égalité de traitement entre les salariés sur ces questions de télétravail. Donc, difficile de vous répondre de manière très précise sans connaître votre contexte, sans connaître votre entreprise, sans avoir des éléments plus probants. En tous les cas, de manière générale, on peut effectivement dire que il doit y avoir une forme d'égalité de traitement entre les salariés. Voilà, Yacouba. voilà. Qu'on avait d'autres Bon, ben questions, écoute, Caroline. ouais, alors là, il n'y a plus de questions pour l'instant. Donc, moi, je me proposais en fait de clôturer bientôt ce webinaire parce que mine de rien, ben, ça fait quasiment 1 heure qu'on est là et qu'on répond aux questions avec bonne Avec volonté, j'allais plaisir, dire, et oui. avec grand plaisir et avec notre sourire. Et donc, moi, j'aurais voulu qu'on termine en fait ce webinaire en parlant d'humanétique. C'est-à-dire, alors là, il y a une autre question, peut-être juste avant d'aborder en 2 mots. Pour l'avocate en droit de la famille, faites-vous des consultations à distance? Comment se passe-t-il? Comment puis-je vous contacter? Il n'y a aucun problème, je fais des consultations à distance, donc des consultations par visioconférence, par Zoom, par téléphone aussi, mais en visioconférence. Ça se passe très, très simplement. Vous me contactez par mail. Vous allez sur mon site, en fait, et sur mon site, vous pouvez réserver, payer en ligne une consultation à distance et m'envoyer un mail ou me téléphoner à mon cabinet pour prendre un rendez-vous, donc prendre rendez-vous à notre mutuelle convenance. Voilà, n'hésitez pas à aller vous tapez Caroline Yadampeza sur mon site et puis vous trouverez toutes les informations. Et donc, à la fin, nous mettrons, voilà, Laura met à tout le monde dans l'onglet Converser mon mail et mon numéro de téléphone. Voilà, donc on va parler du magnétique. Moi, je fais partie du magnétique et puis, pardon, et ça, ce sera enregistré. Tout va être enregistré. Il y aura tout sur le replay. Donc, Humanétique. Qu'est-ce qu'Humanétique? Barbara, j'en fais partie. Je fais partie de ce réseau. On fait toutes les deux partie de ce réseau que tu as créé, que tu as eu la bonne idée de créer il y a maintenant 2 ans. Plus de 3 ans maintenant, Plus de oui, trois près ans, de mon trois Dieu, que ans. le temps passe vite. Oui. Voilà, c'est un réseau absolument formidable. On fait passer l'humain et l'éthique avant toute chose. Et je te laisse la parole pour nous présenter ce réseau. Et ensuite, on clôturera. Voilà, j'aurai deux, trois mots à dire, notamment sur la rediffusion de ce webinaire. Mais je te laisse présenter Humanétique. Merci Caroline. Oui, c'est un réseau interprofessionnel et nous sommes un groupement d'avocats, de notaires. Donc Caroline était une des premières membres et je la remercie encore du soutien qu'elle m'a apporté quand nous avons créé ce réseau. Ce n'est pas un réseau de business, c'est un réseau qui est basé sur l'humain et l'éthique. Donc nous sommes un réseau assez différent. Notre objectif, c'est d'apporter les meilleures solutions à nos clients. Donc c'est la raison pour laquelle on travaille avec des notaires qui ont intégré ce réseau, des experts comptables, des consultants sociaux également. Donc les consultants sociaux, ce sont des assistantes sociales libérales. Nous avons aussi des conseils en propriété industrielle, mais également des conseils en gestion de patrimoine et des détectives. Enfin, il y a vraiment beaucoup de professions. Et nous avons cette possibilité de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, donc qui sont vraiment tournés vers cette humanité et cette éthique de notre métier, de manière à apporter à nos clients le meilleur service. Et nous avons un deuxième aspect dans notre réseau, puisque nous nous formons. Et nous nous formons avec des intervenants extérieurs, mais également avec les membres de notre réseau qui nous apportent des lumières sur des domaines qui ne sont pas forcément les nôtres, de manière justement à pouvoir nous orienter et conseiller nos clients, à pouvoir passer la main quand vraiment nous sommes confrontés à une situation compliquée dans un domaine que nous ne maîtrisons pas. Donc nous avons cet éclairage et avec Caroline, nous avons l'habitude de faire intervenir sur certains dossiers compliqués et techniques, par exemple des fiscalistes, des notaires, des experts comptables. Et nous pouvons justement de cette manière apporter une offre groupée à nos clients pour vraiment pouvoir bâtir les solutions pour leur dossier et ce que nous appelons les solutions d'aujourd'hui, mais également de demain, dans le cadre d'un avenir que l'on espère toujours meilleur. Merci Et ben voilà, Caroline. on en sait plus sur Humanétique. Merci beaucoup. Donc, avant de clôturer, puisque
Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je voulais vous dire que ce webinaire sera rediffusé sur YouTube et sur Facebook, que vous trouverez sur mon site et je pense aussi sur le site de Laura des conseils pratiques en droit de la famille et des vidéos. Donc, voilà, des petits conseils sur des vidéos de courte durée avec des articles qui sont intégrés à ces vidéos. Restons en contact et puis merci à Laura Siriani. Barbara, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est important peut-être de vous indiquer que nous avons l'une et l'autre, enfin moi en tous les cas une page LinkedIn, Caroline aussi, et Caroline a aussi une page Facebook. Donc n'hésitez pas également, nous publions très 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 régulièrement des articles. Donc vous pouvez effectivement les consulter sur nos pages et également un certain nombre de précisions et de conseils sur nos sites respectifs où on aborde des questions régulièrement posées par nos clients et des difficultés auxquelles ils sont confrontés et auxquelles on essaie d'apporter des réponses simplifiées, au moins en tous les cas sur nos sites respectifs. Merci Caroline, Voilà. Ben voilà, donc on c'est espère un que tout ça plaisir. vous a été utile, que vous avez trouvé des éléments de réponse à des interrogations que vous vous posez. N'hésitez pas évidemment pour un examen plus approfondi de votre dossier, de votre situation, à nous contacter en privé dans le cadre d'une consultation. Et en tous les cas, on a été ravis de pouvoir vous rendre service, de pouvoir nous rendre utile, parce que c'est aussi, voilà, c'est un échange. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. On a été ravis de partager ce moment avec vous. Voilà, à bientôt. Au Au revoir à tous. revoir.